Et si Marilyn Monroe ne s'était pas suicidée? Et si le 11 septembre n'était pas un attentat islamiste? Et si les extraterrestres nous avaient déjà envahis? Et si Pearl Harbor avait été un coup monté? Et si les théories du complot touchent des centaines de millions d'individus? Rien ne semble calmer l'ardeur des artisans du doute. Mais comment leur répondre? Par l'histoire, en décryptant objectivement les principales théories du complot, nous mènerons l'enquête. Répondre aux thèses complotistes sur le fond pour permettre de redresser la vérité historique, tel est l'objectif de ce podcast. C'est un complot. Les camps de concentration ont-ils vraiment existé ? Qu'est-ce que le négationnisme? Une théorie du complot qui nie l'existence de la Shoah et qui est terriblement répandue et terriblement pernicieuse et dont témoigne entre autres ce livre publié aux États-Unis il y a quelques années que l'on trouve un peu partout sur le web et ailleurs. Alors ça vient d'où le négationnisme? En décembre 1980, un certain Robert Faurisson est reçu par Yvan Levaille sur les ondes d'Europe 1. Universitaire et spécialiste de Rimbaud, Faurisson nie publiquement l'existence du génocide nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il prononce cette phrase emblématique qui résume son propos. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. J'en ai terminé avec ma phrase de 60 mots. La phrase de Robert Faurisson résume admirablement, si j'ose dire, toutes les lubies de la secte négationniste. D'abord, bien évidemment, l'affirmation que rien ne s'est passé, et ensuite celle selon laquelle tout cela, au fond, n'a pas été inventé pour rien. C'est-à-dire qu'il y a non seulement la volonté de faire accroire, selon Faurisson, qu'il y a eu génocide, mais pas simplement, si j'ose dire là encore, pour le plaisir de se victimiser, pour des raisons qui sont à la fois bassement matérielles, et on retrouve évidemment le stéréotype éternel du juif et de sa prétendue cupidité et de son rapport à l'argent, puisqu'il cherche à retirer des dividendes, au sens pécunier des termes, de quelque chose qu'il a inventé. Si on reprend la phrase de Faurisson, la phrase de 60 mots de Faurisson, eh bien, on est là face à un énoncé complotiste typique, classique, presque une théorie du complot chimiquement pure, puisqu'elle nous dit, cette théorie du complot, que le sionisme international, cette hydre, ment au monde entier depuis plus de 70 ans maintenant, et essaye de nous faire croire que des millions de juifs ont été assassinés par les nazis. Donc, pour faire vivre un mensonge de cette envergure-là, Faurisson, par exemple, parle d'un des plus grands mensonges de l'humanité, de l'histoire de l'humanité. Eh bien, cela suppose un complot aux ramifications internationales, un complot mondial. Évidemment, l'idée que les Juifs manipuleraient tout cela, eh bien, s'inscrit dans le grand mythe du complot juif mondial qui existe depuis le 19e siècle, en fait. L'extermination des Juifs, à proprement parler, commence en 1941 avec les massacres perpétrés à l'Est par des commandos spéciaux, les Einsatzgruppen. Puis, le régime hitlérien décide d'étendre l'extermination à tous les Juifs d'Europe. C'est la solution finale. Les Juifs sont traqués et acheminés de force vers des centres de mise à mort où ils sont, dans leur écrasante majorité, assassinés dans des chambres à gaz, puis incinérés dans des fosses ou des fours crématoires. Le plus célèbre de ces centres, le complexe d'Auschwitz-Birkenau, est situé en Pologne. Il a été le théâtre de l'assassinat industriel de plus d'1,1 million d'individus, hommes, femmes et enfants. Ce n'est qu'à la fin des années 80 que l'on a commencé à utiliser ce mot pour désigner la démarche de ces faussaires de l'histoire, la plupart du temps issus de l'extrême droite antisémite qui nie la réalité de la Shoah. Par exemple, en minimisant radicalement le nombre de victimes,
en affirmant que les nazis n'ont jamais voulu exterminer les juifs, en prétendant que les chambres à gaz n'ont jamais servi à tuer des êtres humains, ou encore en expliquant que les juifs ont inventé ce mensonge pour culpabiliser l'Occident, créer l'État d'Israël et asseoir leur domination sur le monde. À l'évidence, la négation organisée de la Shoah s'inscrit ainsi dans une démarche complotiste, conspirationniste. Selon cette théorie, il y aurait eu un complot sioniste visant à accréditer un massacre imaginaire pour mieux légitimer la naissance de l'État d'Israël en 1948. Ce complot politique qui vise à la fois de culpabiliser le peuple allemand et puis d'expliquer à une époque où l'exacerbation des tensions liées au conflit israélo-palestinien est à son comble, 1978, 1980, que tout cela s'est fait sur le dos des Palestiniens et qu'au fond, il y a une raison supplémentaire de suivre la cause palestinienne, qui n'est pas simplement l'idéalisme, et qui n'est pas simplement les droits historiques du peuple palestinien, mais le fait qu'ils ont été victimes d'une escroquerie juive. Ainsi, selon Forisson et ses disciples, les Juifs auraient inventé le génocide nazi. On reste pantois devant la perversité d'une telle affirmation. Où sont passés les 6 millions de morts? Comment peut-on nier la réalité concentrationnaire décrite aussi bien par les victimes que par les bourreaux? C'est assez simple. Pourquoi le négationnisme se range dans le complotisme? Parce que le point nodal de cette propagande politique, c'est la réactivation du mythe du complot sioniste international. Ce complot juif qui, depuis des années, des siècles, est au centre d'une histoire, et notamment de l'histoire de l'antisémitisme. Les juifs sont des menteurs par essence dans le discours négationniste. C'est un complot qui entend asseoir sa domination mondiale, tout simplement. Robert Forisson passe pour l'une des principales figures francophones de ce que l'on nomme donc aujourd'hui le négationnisme. Le néologisme, négationnisme, a lui-même été forgé par l'historien Henri Rousseau en 1987 dans Le syndrome de Vichy, en référence au désir récurrent de nier l'existence du génocide nazi, en dépit des preuves, en dépit des témoignages. Dès la fin de la guerre en 1945, on voit toutefois croître à l'extrême droite une rumeur qui tente à exonérer le régime nazi des crimes dont on l'accuse. Beau-frère de Robert Brasillac, l'écrivain Robert Brasillac est fasciste avoué, Maurice Bardèche apparaît comme l'initiateur de cette posture. Il publie en octobre 1948 un livre intitulé « Nuremberg ou la terre promise », dans lequel il tente de réhabiliter dès 1948 la cause hitlérienne. Il avance pour la première fois une thèse selon laquelle les camps allemands n'auraient pas visé à l'extermination des Juifs, mais seulement à leur réclusion. Il existerait un complot visant à discréditer Adolf Hitler en lui faisant endosser un génocide qu'il n'aurait ni souhaité ni commis. Ce qu'il ne faut jamais perdre de vue si on veut comprendre quoi que ce soit, c'est que pendant toute la guerre, personne n'avait entendu parler de ce qui se passait dans les camps de concentration, que personne ne savait ce qu'on a appris plus tard, que Brasillac ne l'a jamais su parce qu'il est mort avant, et que, par conséquent, nous étions tous convaincus que les Juifs étaient transportés dans une espèce d'ère de peuplement juif en Ukraine. Non, et dans ce cas, parlons de 43. Il trouve cependant un surprenant relais en octobre 1950, en la personne d'un ancien déporté nommé Paul Racinier. Un étrange personnage. Racinier ne provient pas de l'extrême droite, mais de la gauche dite pivertiste, fidèle au socialiste Marceau Pivert. Avant la guerre, Racinier a notamment animé la Fédération communiste indépendante de l'Est. Depuis la Libération, il est membre du Parti socialiste. Racinier a lui-même été déporté. Mais il n'a pas assisté à des exterminations. Celles-ci ont-elles eu lieu? Comme il ne les a pas vues, il en doute. Alors Paul Racinier, c'est un déporté. Il a été à Buchenwald et à Dora.
et c'est un ancien communiste. Et je pense que dans la dérive de Paul Racinier et d'autres, il y a cette espèce de volonté de trouver une vérité derrière la vérité. Un personnage comme Paul Racinier fait beaucoup de mal à ceux qui veulent combattre les négationnistes, parce que d'une certaine manière, il a un parcours de résistant, torturé, déporté et rentré des camps. Donc il a un statut de témoin, alors que d'autres n'ont jamais mis les pieds, y compris Maurice Bardèche ou d'autres, n'ont jamais mis les pieds donc, dans ces camps. Cet homme qui est un ancien déporté et qui est un ancien homme de gauche publie un ouvrage en 1950 qui s'appelle « Le mensonge de Lys » et qui va amener au fur et à mesure à la négation, comme il appelle, des chambres à gaz. C'est vraiment quelque chose de totalement atypique, puisque, comme je le disais tout à l'heure, alliance entre l'extrême droite et une extrême gauche et surtout un ancien déporté. Donc il fait du mal à la cause, ou en tous les cas il soutient bien la cause négationniste. Alors sans faire de psychologisme, le personnage de Racinier mérite quand même qu'on s'interroge sur une certaine dérive des extrêmes. C'est-à-dire que comment les extrêmes ultra-gauche et ultra-droite peuvent se retrouver sur le thème du négationnisme. Je pense que c'est par une logique menée jusqu'à l'absurde qui consiste à dire, de même que le personnage de Duras disait « je n'ai rien vu à Hiroshima », je n'ai rien vu à Buchenwald ou je n'ai rien vu à Dora. De livre en livre, il s'enferme dans ses certitudes et se radicalise. Exclu du Parti socialiste, il trouve refuge à la Fédération anarchiste, puis à l'Alliance ouvrière anarchiste, une organisation de plus en plus petite. Toute sa vie, Racinier se définit comme un homme de gauche, ce qui ne l'empêche pas de fréquenter activement les milieux d'extrême droite. Dans le domaine de la négation de la Shoah, il est un précurseur. À partir des années 1970, des écrivains universitaires ou historiens, suivant les titres dont ils se parent, s'engagent à leur tour dans la voie de la révision. On retient surtout les noms d'Arthur Botz, Fred Leuchter, Marc Weber, François Duprat, Wilhelm Steglitch, David Irving, Carlo Mattogno, Gaston Armand Amodruz ou Henri Roch. La plupart militent dans des groupements néofascistes ou néo-nazis et ne s'en cachent pas. Politiquement, ça vient d'abord de l'extrême droite antisémite, historiquement. Et ensuite, effectivement, au sein de l'ultra-gauche, en France notamment, pas seulement, il y a l'idée que ce crime de masse, ce crime génocidaire, la Shoah, qui a une sorte d'exceptionnalité historique, ne cadre pas avec la vision de l'histoire qu'on peut avoir par ailleurs lorsqu'on est marxiste et lorsqu'on est un marxiste conséquent. Parce que la Shoah est cet événement limite, cet événement qui déborde du cadre et de la grille d'interprétation marxiste de l'histoire. Voilà, il y a quelque chose en plus. C'est pas simplement des oppresseurs, des dominants, des bourgeois qui assassinent des dominés, etc. C'est plus compliqué que ça. Et donc, parce que cet événement-là, dans sa spécificité, vient contredire une grille de lecture très dogmatique au sein de l'ultra-gauche, eh bien, on va se mettre à considérer qu'en réalité, c'est un mensonge. Tel n'est pas le profil de Robert Faurisson. Il s'agit d'un banal professeur de littérature habitant Vichy et enseignant à Lyon. En mars 1974, il adresse à ses collègues une inquiétante circulaire qui sème la consternation. Je cite le titre de la circulaire, « Les chambres à gaz hitlériennes vous semblent-elles un mythe ou une réalité ?» À la différence de Paul Racinier, qui bâtit son discours négationniste sur un doute empirique étayé par des convictions politiques, Robert Faurisson prétend avancer des arguments techniques. Le gazage homicide est selon lui chimiquement impossible. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du cyclone. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est impossible. Et il y a des gens qui ont dit, mais c'est pas possible, c'est im
Le Zyklone est un insecticide. Il a été créé après la guerre de 14. Il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. Les chambres à gaz sont une impossibilité chimique. Il est impossible de gazer les gens comme on nous le raconte. Le 28 octobre 1978, l'ancien collaborateur Louis Darquier de Pellepoix enfonce le clou dans un entretien choc accordé à l'Express. À Auschwitz, dit-il, on n'a gazé que les poux. Le doute est à la mode. La même année, un militant d'extrême gauche nommé Pierre Guillaume entend par hasard Robert Forisson sur Europe 1. Il est immédiatement séduit par les propos négationnistes du professeur de français. On voit dès lors surgir un conspirationnisme d'extrême gauche. Celui-ci ne s'inscrit plus dans une lignée réactionnaire, mais se place dans une perspective révolutionnaire. Cette intrusion d'ultra-gauche dans l'histoire du négationnisme, elle est spécifique à la France, partagée par l'Italie, mais c'est vraiment la France qui inaugure cette alliance contre nature. Il y a plusieurs choses à dire qui sont hyper intéressantes. La première, c'est que quand cette alliance est vraiment véridique, c'est-à-dire dans les années 80, quand ils soutiennent Forisson, aux yeux du public, quand la médiatisation du négationnisme se passe alors, le public se dit, alors l'extrême droite c'est logique, mais si une certaine extrême gauche soutient le négationniste, il va peut-être falloir beaucoup plus l'écouter. Pierre Guillaume anime un collectif nommé La Vieille Taupe. Le petit groupe s'emploie à populariser les thèses négationnistes. Pierre Guillaume est alors particulièrement déchaîné. Il impulse en août 1981 aux éditions Albin Michel, sous les auspices de Jean Edernalier, une collection nommée Le Puits et le Pendule, puis édite en décembre 1981 dans cette collection un livre collectif visant à défendre Robert Forisson, Intolérable intolérance. L'ouvrage est co-signé par le frère de Daniel Cohn-Bendit, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, Claude Carnoux, Vincent Monteil, Jean-Louis Tristany et Éric Delcroix. Si les 4 premiers proviennent de l'ultra-gauche, le 5e milite depuis longtemps à l'extrême droite. La boucle est ainsi bouclée. Alors, les principaux intéressés vous diront qu'Intolérable intolérance n'était pas destiné à affirmer que le génocide était un mythe, mais à défendre le droit de ceux qui prétendent qu'il en est un, de le dire. Sauf qu'à un moment donné, ça revient à ne pas borner la liberté. C'est-à-dire à exprimer l'idée selon laquelle tout est dissible, indépendamment du fait que ce soit vérité objective ou erreur. Et c'est là précisément qu'à mon avis, il y a eu du côté des signataires de cet ouvrage collectif une faute morale et politique. Ils ont accepté quelque chose qui, à mon avis, n'est pas faisable. Tout au long des années 1980, La Vieille Taupe poursuit vaille que vaille un travail de dissémination des textes négationnistes qui l'amène à voir ses écrits figurer en bonne place dans les hauts lieux de l'extrême droite. Robert Forisson va être soutenu par cette extrême gauche, principalement représentée par Pierre Guillaume, mais d'autres, et au nom aussi de la liberté d'expression, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, par l'extrême droite française, notamment le Front National, évidemment. Depuis ses débuts, depuis son apparition, c'est-à-dire en 72, pour diverses raisons et par maintes personnes, le Front National, en tout cas, va diffuser une certaine forme de propagande négationniste. Discrédité, isolé, ostracisé, méprisé par ses propres amis politiques qui le tiennent désormais pour un transfuge, Pierre Guillaume n'en poursuit pas moins son combat négationniste avec un incroyable entêtement. Quant à Robert Forisson, qui est décédé en 2019, il a bénéficié du soutien affiché de l'humoriste Dieudonné, qui n'hésitait pas à le faire monter sur scène lors d'un spectacle comique donné au Zénith de Paris le vendredi 26 décembre 2008. Il lui a fait alors remettre le prix de l'infréquentabilité par un assistant vêtu d'un pyjama rayé de déporté. Le 27 octobre 2009, Dieudonné a d'ailleurs été condamné pour injure antisémite. Son pourvoi en cassation a été rejeté en octobre 2012.
Dieudonné, c'est quelqu'un qui, dans les années 90, se fait connaître à travers son duo avec Elie Moon. Et à l'époque, ces deux humoristes-là se moquent du racisme, des antisémites, etc. Et en même temps, Dieudonné est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à la politique, qui, à la fin des années 90, se présente à Dreux contre le Front National. Donc il a un engagement antiraciste, antifasciste très net. Et dans les années qui suivent, il va commencer à déraper, à multiplier les dérapages, et notamment les dérapages de facture antisémite. Il va accuser le judaïsme d'être la plus grande escroquerie qui soit, il va accuser les sionistes, pour pas dire les juifs, d'être des anciens négriers reconvertis dans la banque, etc. J'ai l'impression, en tous les cas, que le point commun de tous ces acteurs du négationnisme, quel que soit leur passé, c'est finalement la force du ressentiment. Et d'ailleurs, certains le disent, comme Alain Soral, disent qu'il y a une sorte de dessèchement d'amertume et qu'ils vont chercher la notoriété à travers une fausse transgression. Ou en tous les cas, un acte qui paraît transgressif. Moi, c'est comme ça que je comprends la dérive de Dieudonné. C'est d'être infréquentable et d'être fier d'être infréquentable, de dire des horreurs qui sont la vérité que personne ne veut entendre. C'est porter une parole qui, possiblement transgressive, vous donne une notoriété que vous n'avez pas pu avoir comme humoriste ou comme leader politique. Le négationnisme se présente en tout cas comme une forme de conspirationnisme associant aussi bien l'extrême gauche que l'extrême droite. Depuis la fin des années 1990, le phénomène semble toutefois se recentrer sur la droite radicale. Les tenants d'une ultra-gauche négationniste ont tendance à disparaître, tandis que de nouvelles figures apparaissent. Vincent Renoir, Jean Plantin, Jürgen Graf, Georges Teil, Ernst Remer, Miguel Serrano ou Salvador Borrego. Tous professent des convictions qui les ancrent plutôt dans la droite ultra. Qu'ils se réclament de la droite ou de la gauche, l'argumentaire négationniste insiste sur plusieurs points clés. Hitler n'aurait jamais, par exemple, donné l'ordre d'exterminer les Juifs. Il n'y aurait pas eu de plan pour mener à bien une telle extermination. Le chiffre des 6 millions de morts serait exagéré, il n'y aurait eu que 200 000 morts. La plupart auraient succombé au typhus. Les Juifs étaient plutôt bien traités dans les camps de concentration, et pire encore, il n'y aurait pas eu de camp d'extermination. Ainsi, l'Allemagne nazie ne porterait pas la responsabilité de la Seconde Guerre mondiale, ce seraient les Juifs qui auraient poussé Hitler à se défendre. Et les crimes de guerre de l'URSS stalinienne sont au fond beaucoup plus graves que les crimes nazis. Ainsi, le négationnisme n'est autre qu'une forme contemporaine de l'antisémitisme. La méthode utilisée par les négationnistes repose sur 4 piliers. L'ignorance massive du contexte, des documents et de tous les témoignages qui confirment la réalité de la Shoah. La mise en doute gratuite des faits les mieux établis. La falsification des preuves du génocide. Le postulat enfin qu'une vague conspiration impliquant historiens, magistrats, responsables politiques et rescapés des camps d'extermination empêche la vérité d'éclater au grand jour. Robert Faurisson et d'autres disaient que des millions de Juifs avaient survécu à la Shoah et se baladaient quelque part entre, à l'époque, les républiques centrales de ce qui s'appelait encore l'URSS et la Chine. Oui, on peut toujours rêver. Moi, je veux savoir, tout simplement, où sont passés les grands-parents de ma femme. J'ai qu'une seule question, c'est celle-là. Si quelqu'un me trouve une réponse, je veux bien. Le négationnisme est sans conteste l'une des théories du complot les plus nocives de l'époque présente. Merci de votre écoute, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner. D'autres épisodes sont disponibles, alors bonne écoute, bon partage et à bientôt. Disparitions inquiétantes, crimes passionnels,
ou machination diabolique, découvrez les secrets des faits divers les plus marquants. Tueurs en série, amants démoniaques, tous pensaient avoir commis le crime parfait, mais tous sont aujourd'hui derrière les barreaux. Qui sont ces meurtriers? Comment les policiers sont-ils parvenus à les confondre? La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Grâce aux témoignages de tous les protagonistes, des enquêteurs aux familles des victimes, Jacques Pradel vous fait revivre ces enquêtes incroyables, riches en rebondissements et en émotions. Retrouvez le podcast Chronique criminelle et plongez au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire.